Pourquoi un arrêt des thérapeutiques? Alors la question qui est posée ne va pas de soi, surtout si on l'envisage comme l'acceptation par le médecin d'un arrêt de mort. Cela va si peu de soi que je commencerai par des contextes qui auraient vu un reniement chez le personnel médical. Et je commencerai par un contexte que vous connaissez, qui est celui d'Hippocrate, avec le serment d'Hippocrate, aux alentours de 400 avant Jésus-Christ. Je ne prescrirai pas une drogue mortelle pour plaire à quiconque, ni ne donnerai de conseils qui puissent causer la mort. On avait là le refus net de ce que nous pourrions appeler le suicide assisté ou l'euthanasie. Le contexte n'est plus le même aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé, mais on va faire néanmoins un saut de 2500 ans pour ne pas arriver tout de suite à aujourd'hui, mais arriver à 1966, où Jean Kelevitch écrit un ouvrage qui s'appelle La mort, 1966, un ouvrage philosophiquement très costaud. On est davantage dans un travail de métaphysique, très solide, très impressionnant, mais aux alentours de quelques pages, on tombe sur la manière dont Jean Kelevitch envisage les choses à son époque, donc 1966, qui n'est pas si loin de nous. Il faut refuser toute démission, nous dit-il à la page 160 de son livre. Non, décidément, rien n'est encore joué tant qu'un faible souffle de vie subsiste. Et un peu plus loin, à la page 175, on trouve la formule: la non-assistance à un malade en péril de mort n'est-elle pas intentionnellement meurtre? L'euthanasie n'est un cas de conscience que pour les défaitistes en quête de prétexte et pour les déontologies au service de ces défaitismes. Alors, ces formules de Jean Kelevitch sont évidemment à replacer dans son contexte. Déjà, on peut repérer que le vocabulaire qu'il emploie, celui de défaitisme, est en phase peut-être aussi avec le vocabulaire qu'il emploie dans un autre contexte, qui est celui de la Deuxième Guerre mondiale, et où Jean Kelevitch a la dent dure contre la manière dont un certain nombre de politiques français ont baissé les bras, hein, les défaitistes qui ont préféré le pacifisme ou la paix et accepté qu'ensuite le pouvoir nazi puisse déferler également sur la France. Donc il y a une comparaison qui est faite entre une forme de défaitisme qui ici, comme on dit souvent, comparaison n'est pas raison. La formule « la non-assistance à un malade en péril de mort n'est-elle pas intentionnellement un meurtre » et « l'euthanasie n'est-ce pas un cas de conscience que pour les défaitistes » intervient dans un contexte où la médecine n'avait pas atteint les possibilités de réanimation que nous avons aujourd'hui, et on ne pouvait pas permettre artificiellement de maintenir un souffle, quand bien même le tableau clinique aurait été sans appel. Et c'est pourquoi on peut considérer qu'il y a une forme de romantisme ici, le romantisme du faible souffle de vie qu'il faudrait maintenir tant qu'il subsiste, dans la mesure où Jean Kelevitch ne prenait pas conscience de la possibilité que la médecine d'aujourd'hui fasse subir des tortures à un patient sans le vouloir, d'une certaine façon. Donc, ces deux textes, c'est une manière de dire, voilà, l'arrêt des thérapeutiques, ça n'est pas du tout quelque chose d'évident, mais c'est vrai que la réanimation moderne a transformé le pronostic vital des états septiques graves et a créé des nouvelles situations cliniques où la survie en tant que telle n'est plus la seule question, avec la question de la qualité de cette survie attendue par le patient, par sa famille ou par ses proches. Première partie, pourquoi un arrêt des thérapeutiques? Parce que la médecine d'aujourd'hui fabriquerait du handicap. Alors, formule assez violente, mais qui correspond encore une fois à ce fait que la médecine, les progrès fulgurants de la médecine au XXe siècle, et dans la deuxième partie peut-être du XXe siècle, ont amené à maintenir en vie des êtres humains qui seraient décédés par le passé. Le réanimateur a donc un pouvoir ici très important, et on aurait pu imaginer que
dans la foulée du 19e siècle positiviste, un grand enthousiasme se lève autour de cette médecine de réanimation. Et pourtant, le grand public a parfois été échaudé par les conditions de vie après réanimation qui peuvent être éloignées de celles qui étaient imaginées par les patients ou les proches. Donc question avec donc formulation ici, c'est Anne-Laure Bock, hein, avec son franc-parler un peu rude parfois, qui nous dit, donc elle est neurochirurgien à la Salpêtrière, la médecine s'attelle au handicap à tous ses stades, elle se bat pour prévenir l'installation des handicaps, pour guérir les handicaps installés, pour prendre en charge les handicaps qu'elle ne peut éviter. L'envers de la médaille, la médecine est aussi à l'origine d'un nombre important de handicaps, et c'est elle qui a la formule « La médecine moderne fabrique du handicap ». Donc elle insiste voilà, sur les termes qui sont des termes actifs, hein, prévenir, elle souligne les termes, guérir, prendre en charge, et puis à la fin, il peut y avoir un handicap important. Handicap important, et puis aussi état végétatif, hein, elle souligne ensuite, et l'état végétatif n'est jamais naturel. Il n'existe donc pas d'état végétatif dans les sociétés passées ou présentes qui n'ont pas de réanimation moderne. Ainsi, l'état végétatif est bien un état artificiel créé par la médecine de haute technicité. État artificiel qui amène des questions nouvelles. Les familles sont mises devant le fait accompli. Les proches ne peuvent tout de même pas euthanasier leur malade. Vis-à-vis de ce mort-vivant qui est devenu le malade, le deuil est impossible. La médecine... Ah, ça bouge tout seul, je ne sais pas pourquoi. Le diaporama est automatique ou... Comment est-ce qu'on revient en arrière? Bon. Les familles sont mises devant le fait accompli, les proches ne peuvent tout de même pas euthanasier leur malade. Vis-à-vis de ce mort-vivant qui est devenu le malade, le deuil est impossible. La médecine fabrique à la fois de terribles handicaps et le terrible ressentiment qui les accompagne. Donc, situations qui peuvent être difficiles pour les familles. Et puis, lorsque vous avez un cas de figure, alors là, je vais donner l'exemple c'est Louis Pubasset qui parle, après avoir reçu une patiente de 20 ans qui est arrivée dans son service après avoir été éjectée de l'arrière d'une moto lors d'une collision. Dans ces situations extrêmes et tragiques, on peut attendre des années. Le retour à la conscience n'est pas possible du point de vue médical. La nouveauté, c'est qu'on le sait au bout de quelques jours seulement. Alors quand il dit la nouveauté, c'est qu'on le sait au bout de quelques jours seulement, c'est parce qu'il insiste sur les nouvelles possibilités de l'IRM fonctionnel. Et en accord avec la famille, on peut arrêter des traitements disproportionnés. Donc là, ce sont les cas de figure où clairement, l'arrêt des thérapeutiques semble logique. Deuxième partie, pourquoi un arrêt des thérapeutiques? Parce que l'esprit du temps a changé, parce que le concept d'obstination déraisonnable se veut le juge de paix d'aujourd'hui. Parce que l'esprit du temps a changé, on pourrait le présenter comme un débat, un duel entre l'autonomie et le paternalisme. La loi Kouchner, dite Kouchner de 2002, a indiqué que le patient devenait celui qui était au centre des choses, qu'il pouvait demander l'arrêt de traitement, ce qui n'était pas le cas auparavant, et qu'il pouvait également exiger d'être au courant de tout ce qui concernait les décisions, ces décisions de santé. Donc là, c'est une montée en puissance de ce que les Anglo-Américains appellent l'autonomie, avec toutes sortes de discussions philosophiques qui seraient nécessaires par rapport à ce concept, mais en tout cas pour rompre avec une certaine tradition paternaliste. Donc l'esprit du temps a changé de ce point de vue-là. C'est toujours là, il avance tout seul. Le concept, alors je ne sais pas si c'est pour que justement on arrive à caler les 20 minutes, donc il calcule lui-même ce qu'il faut faire, mais bon, les robots prennent la place. Donc autonomie contre paternalisme, et puis le concept d'obstination déraisonnable, qui serait le juge de paix maintenant, juge de paix qui apparaît dans la loi Claes-Leonetti, déjà on l'avait vu dans la loi Leonetti de 2005,
La loi Claeys-Leonetti, les actes mentionnés à l'article L ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable, lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris conformément à la volonté du patient et si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire. Et un autre article nous indique la nutrition et l'hydratation artificielle constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article. Donc la loi Claeys-Leonetti, clairement, utilise ce concept d'obstination déraisonnable pour autoriser cette possibilité d'arrêter les traitements. Certains cas peuvent donc donner lieu à discussion. Dans un article que nous avons rédigé avec la SRLF, la commission éthique de la SRLF, un article intitulé « Amputation multiple après purpura fulminans, jusqu'où peut-on accepter le handicap ? Aspect anthropologique et philosophique ». Dans cet article, on a étudié un certain nombre de cas de figure, justement, qui pouvaient être scabreux. Un premier cas de figure qui, lui, a donné lieu à une décision sans opposition de part et d'autre. C'était une jeune patiente de 21 ans qui avait pour antécédent une leucémie aiguë myéloïde allogreffée 2 ans auparavant et qui est hospitalisée en réanimation pour un choc septique. À l'admission, un purpura fulminans est d'emblée constaté. Elle présente très rapidement une défaillance multiviscérale et une nécrose débutante des extrémités des 4 membres, de la langue et des seins. Secondairement, alors que l'évolution de choc est favorable et que les défaillances d'organes s'amendent, les lésions cutanées s'aggravent et s'infectent. Donc à 1 mois, les chirurgiens posent l'indication d'une amputation de l'avant-bras droit, des 3 premiers doigts de la main gauche et des 2 pieds. Là, il y a une discussion qui s'engage avec les parents. La patiente n'est pas dans la capacité de pouvoir s'exprimer et les parents font état du fait que leur fille avait dit que dans l'éventualité d'un handicap, sachant qu'elle était elle-même traitée pour une leucémie auparavant, elle ne souhaitait pas d'obstination déraisonnable. Donc ils vont refuser cette chirurgie dite mutilante parce qu'ils la considèrent comme une obstination déraisonnable. Et dans ce contexte, l'équipe médicale va décider de ne pas réaliser de chirurgie et la patiente va décéder peu de temps après. Donc, cas où l'arrêt de traitement a été décidé, arrêt des thérapeutiques décidé, je rappelle, j'avais commencé en préambule, en introduction, le serment d'Hippocrate. Mais vous savez évidemment que des versions nouvelles ont été proposées. Dans le serment du Conseil de l'Ordre des médecins, version 2012, la formule est maintenant « J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. » Donc on voit le changement de ton par rapport au serment d'Hippocrate en moins 400 avant Jésus-Christ. Changement de ton où on voit que le patient participe aux décisions, que le médecin fera tout pour soulager les souffrances, ce qui n'était pas du tout le cas dans le contexte d'Hippocrate, où au contraire les douleurs étaient censées être des boussoles pour avoir un diagnostic sûr. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies, là aussi, changement d'époque. Et puis, je ne provoquerai jamais la mort délibérément, qui conserve cet interdit de l'euthanasie, que nous n'avons pas voulu outrepasser en France, même si en Belgique, cette formule-là ne serait pas valide. Bien, donc serment du Conseil des médecins qui maintenant nous montre que une acceptation d'un arrêt thérapeutique est possible. Le libellé même des lois, on peut y être attentif parce qu'on voit que la loi de 2005 de Leonetti, loi relative aux droits des malades et à la fin de vie,
Aujourd'hui, en 2016, avec la loi Claes-Leonetti, on parle de loi apportant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Donc à chaque fois, le balancier est de plus en plus dirigé du côté de la personne. C'est plus la situation de la fin de vie. Qu'est-ce qui se passe là ? Ah oui, ça aurait été sympa de le dire avant, oui. Parce que 15 minutes, là... Donc je ne peux pas revenir sur mon PowerPoint ? Comment ? Oui. Bon, bah, très bien. Bon, bah donc... Alors ce qui m'aurait amusé, c'est justement de pouvoir passer ma troisième partie, parce que si dans les deux premières parties, j'insiste sur le fait qu'on puisse penser un arrêt des thérapeutiques, ma troisième partie, ce serait intitulée « Pourquoi il ne faut pas arrêter les thérapeutiques ?» Pourquoi il ne faut pas arrêter les thérapeutiques ? Parce qu'un espoir raisonnable reste aussi parfois permis. Et si les situations évoquées précédemment ont amené à un arrêt des thérapeutiques, dans l'article que je citais sur les amputations multiples, deux autres cas de figure étaient décrits. Cas numéro 2, à quelques jours d'intervalle, 2 patients en choc septique grave sont hospitalisés dans la même unité de réanimation. Un homme de 21 ans présentant une pneumonie à pneumocoque, le second, un purpura fulminans chez une jeune femme de 19 ans. Les lésions cutanées évoluent pour leur propre compte, aboutissant à l'indication d'amputation majeure. Une discussion s'engage avec les familles, les patients n'étant pas en état de pouvoir s'exprimer à ce moment-là. Et là, par contre, les familles vont accepter les chirurgies. Donc, chez le jeune homme, une amputation des 2 membres inférieurs, juste en dessous des genoux, des 2 mains, une pince à 3 doigts à droite et un moignon rudimentaire à gauche est pratiquée. Chez la jeune fille, l'amputation est plus distale au membre inférieur, tiers de jambe, mais plus proximale au membre supérieur, au-dessus du coude gauche, en dessous du coude droit. Et l'évolution est finalement favorable pour les 2 patients, qui permet un transfert dans le même centre de rééducation après 110 jours d'hospitalisation pour le jeune homme et 75 jours pour la jeune fille. La jeune patiente a pu être appareillée au niveau des 2 jambes et retournée à domicile, a appris ses études à la faculté, voyagé au Pérou et constitué de multiples activités, en particulier sportives. Le jeune patient, lui, a eu une évolution plus difficile, avec un retour à domicile très tardif, mais en revanche, avec un certain temps, il reprend confiance. Il était présent au Salon du Handicap et projetait d'entreprendre un Tour de France handi-bike. Donc c'est des exemples pour montrer que l'arrêt des thérapeutiques, oui, mais il ne faut pas pour autant perdre à l'idée que certaines situations qui pourraient sembler en qualité de vie insupportables selon certains critères ne le sont pas. Je pense à Philippe Croison, qui était amputé des 4 membres et qui est très important pour montrer justement que la vie est possible, même avec des situations de ce genre. Bon, j'ai eu le sifflet un petit peu coupé par la technique d'aujourd'hui. Mais en conclusion, j'aurais tendance à dire que oui, un arrêt des thérapeutiques pour ne pas être dans l'obstination déraisonnable, mais en même temps, ne pas se réduire à être un simple comment dire, usager de la loi, qui utiliserait la loi, qui obéirait à la loi. Le métier ne doit jamais se limiter à vérifier les règles de droit. Il y aura toujours des situations éthiques difficiles à penser. Et voilà en quoi le sujet reste complexe. Merci.